review. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session de révision à destination de ceux qui veulent passer la certification AZ104. Donc j'ai préparé une vingtaine de questions à peu près sur les différents modules qui sont traités, par exemple le module identité, le module gouvernance, le module réseau virtuel, le module peering, interco, traffic management, etc. Bref, j'ai essayé de mettre au moins 2 questions par module, sachant que dans la formation officielle, il y a 11 modules traités. Et ben, j'ai essayé d'avoir une vingtaine de questions à disposition. Donc ces questions sont plus ou moins dures. Dans tous les cas de figure, à la fin de chaque question, donc vous allez les passer en séquence, les questions, il y aura une correction en live, c'est-à-dire je vais ouvrir le portail Azure et on va regarder ensemble quelle était la bonne réponse par rapport à la réalité du terrain, c'est-à-dire le portail Azure. Donc vous avez le chat à disposition, je salue Christophe, salut Vincent. N'hésitez pas à l'utiliser pour me poser des questions si dans mes explications je ne suis pas clair, bien entendu, lors de la correction. Donc, avant de parler dans le vif du sujet des questions type que vous aurez à l'assertif et qu'on va faire ensemble, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est la durée de l'examen. Donc il faut savoir que l'examen que vous allez passer va avoir une durée totale de 120 minutes et une durée de 100 minutes, donc on va dire 1h40, à destination des questions pures. Alors pourquoi 120 minutes versus 100 minutes de questions ? Parce que vous avez la possibilité au début de donner votre feedback sur le type de questions, vous avez la possibilité aussi de lire le contrat qui vous lie à Microsoft pendant toute la durée du passage de l'assertif. Bref, pour résumer, c'est pas 100 minutes de questions tout de suite, c'est au début, il faut valider le contrat, prendre en main le logiciel, etc., répondre à quelques questions sur qui vous êtes, qui sont totalement facultatives, et après ça, vous aurez les 1h40 de session. Alors j'ai Ibenta, Ibrahim, ingénieur système réseau, et Romain, qui est ingénieur système, qui se sont présentés. Salut tous les deux. Voilà, donc en fonction du type de certif que vous allez passer, vous aurez plus ou moins de temps à disposition pour l'examen. Par exemple, tout ce qui est AZ900, AI900, etc., vous avez une durée d'examen de 45 minutes. Un autre point aussi, c'est que parfois, vous aurez des examens avec des labs. C'est-à-dire que dans l'examen, il va Azure, donc vous avez un examen Azure sur l'AZ104. Pendant l'examen, on va lancer une machine virtuelle et on va vous demander de faire des actions dessus. Alors à ma connaissance, il y a quand même pas mal de certifications où on a désactivé le lab, mais il se peut que dans la Z104, vous ayez un lab, donc on vous demande de manipuler Azure pour passer l'assertif. Je l'ai déjà vu. Et j'ai Guillaume de Saint-Gobain, et il aime bien la couleur Azure. Moi, j'aime bien la Côte d'Azur, tu vois. Et écoute, on a un autre Guillaume, consultant infra. Vous êtes venus en force, les Guillaume. Voilà pour l'examen. Ce que j'avais à vous dire. Donc, pour pouvoir vous familiariser avec l'examen, sachez qu'il y a un logiciel qui existe, qui est disponible directement sur Internet. Donc, je vous envoie l'URL pour accéder à ce logiciel. Elle est dans le chat, l'URL, maintenant. Et regardez, on va le regarder rapidement ensemble, ce logiciel. Mais globalement, ça vous permet de manipuler l'examen de l'assertif sans passer l'assertif. Donc c'est un environnement de test pour que vous vous familiarisez avec le type de questions que vous aurez à l'assertif. On a aussi Arnaud qui est freelance et qui souhaite monter en compétence sur Azure. Donc ici, la première chose à faire, c'est de valider le fait que vous acceptez les termes du contrat de passage à l'examen. Il y a quelques années de ça, j'étais encore dans mes études et j'avais un copain qui s'appelait Romain et on avait tous été programmés par le prof à l'époque pour passer l'assertif le même jour. Et lui, il n'était pas bon en anglais, il a vu ce contrat-là, il a mis non. Et si vous mettez non, en fait, ça arrête l'examen. Donc en fait, son examen, il a duré 10 secondes à Romain. Donc retenez-le, le principe, c'est vous dites oui, après avoir lu, bien entendu, comme tout à chacun, toutes les conditions de passage de l'examen. Une fois que vous avez fait ça, on va vous donner le nombre de questions que vous aurez à cet examen. En général, il y en a une 50aine. Le nombre de use cases, donc de cas concrets dont va découler des questions. Donc par exemple, il va y avoir la description d'une entreprise fictive qui s'appelle Contoso, et on va vous dire, voilà, à partir de cette société Contoso, on va vous poser plusieurs questions sur différents pans du système d'information de Contoso. Ça peut être le pan
de migration des données, de migration des VM dans des réseaux virtuels Azure, etc., etc. Et puis, on vous dit, bien entendu, le score minimum pour avoir l'examen, pour avoir la certif. En l'occurrence, dans les certifs Microsoft, c'est 700 points sur 1000. C'est-à-dire que si vous avez 1000 points, bah, vous n'avez fait aucune faute, c'est parfait, vous avez l'assertif. Si vous avez 699 points, eh ben, vous n'avez pas l'assertif. Si vous avez 700 points ou 1000, ou plus, pardon, eh ben, vous avez l'assertif. Donc votre objectif, c'est d'avoir l'assertif avec au moins 700 points. Une fois qu'on a vu ça, eh ben, on fait un next, et puis on nous propose, après avoir répondu à quelques questions, est-ce qu'on est prêt pour passer l'examen? Et là, on dit, bah oui, pourquoi pas. Donc, à partir de là, vous avez un chrono en haut à droite qui va tout le temps être affiché, qui va vous permettre de savoir où vous en êtes dans l'examen. Vous allez aussi pouvoir demander de l'aide à tout moment, bien entendu, puisque vous serez surveillé via une caméra. Et puis, il va y avoir les questions qui vont apparaître. Quand une question, vous n'êtes pas sûr de la réponse, etc., mais vous ne voulez pas perdre de temps, bah, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur le Review Later en haut à gauche, ce qui vous permettra à la fin d'avoir une visu de toutes les questions disponibles pour lesquelles vous n'avez pas répondu, parce que vous les avez cochées comme Review Later. Vous n'étiez pas sûr de vous, vous marquez la question, et à la fin, vous aurez la liste de toutes les questions où vous n'étiez pas sûr. Ça vous permettra de gagner du temps. Et puis, bien entendu, sur des questions qui vous semblent tendancieuses, où vous n'avez pas très bien compris le but, etc., vous pouvez laisser un commentaire. Si vous avez besoin d'une calculatrice, bah, y a aucun problème, c'est ici, pour faire un calcul éventuel. Et depuis peu, il faut savoir qu'on vous propose même de faire un break de 5 minutes. Donc vous avez la possibilité de faire un break pendant la certification de 5 minutes. Et puis après, bah, vous avez plusieurs types de questions à disposition. Voilà, des questions à choix multiples, des questions à choix unique, des questions avec des schémas. Bref, il y a vraiment de tout à disposition. Vous voyez, on a même des questions de type drag and drop pour répondre à des réponses, à des questions type certif. Donc je vous ai envoyé le lien vers le logiciel. Je vous encourage fortement à vous familiariser avec le logiciel. Comme ça, vous aurez le type de questions que vous aurez à l'assertif en tête. Et puis le jour J, comme il y a le stress, on ne veut pas louper l'assertif, on arrive une demi-heure avant, on vérifie que tout est bon au niveau ordi, etc. Bah, le stress, il va être diminué si vous connaissez déjà l'environnement dans lequel vous allez passer l'assertif. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Donc, ce que je vous demanderai, c'est d'aller sur le site web enterprise.klaxoon.com et sur ce site web, de rentrer le code qui est affiché. Ou alors, si vous avez un smartphone, bah, vous scannez le QR code et ça devrait marcher. Donc, je vous mets le lien dans le chat, bien entendu, pour accéder au site web un peu plus rapidement. Hein. Ça vous permettra ici d'y accéder. Donc, je vous laisse vous connecter. Grande première pour moi, on va voir si ça fonctionne. Entre-temps, salut Jonathan, salut Landry Tankam du Cameroun, et puis bien entendu, salut Patrick Davanade. Tu peux déplacer pour le QR code. Ah ouais, bien vu. Je peux déplacer, je peux tout faire. Je peux tout faire, Vincent. Hop, regarde. Là, ça devrait être mieux pour le QR code. Vous êtes une majorité à avoir répondu membre et une autre partie qui ont répondu guest user. Alors, on va la refaire. Pourquoi ceux qui ont répondu utilisateur invité ont eu raison? Donc ils sont quand même en infériorité numérique. Pourtant, bah, c'est eux qui ont eu raison. On vous dit qu'on veut ajouter un utilisateur qui a un compte Microsoft à votre abonnement. Quel est le type d'user, quel est le type d'utilisateur qu'on va invité d'une certaine façon? Eh ben, un Microsoft Account, c'est un compte personnel. C'est-à-dire que c'est un compte en Gmail, Hotmail, c'est un compte en, je sais pas moi, Outlook.fr. Donc un Microsoft Account, c'est pas un compte professionnel. C'est pas un compte membre d'un tenant. Un Microsoft Account, c'est ni plus ni moins qu'un utilisateur qui a un email personnel. Et donc, pour pouvoir ajouter un email personnel pour qu'il ait accès à votre abonnement Azure, eh ben, il faut l'inviter. C'est ce qu'on appelle un guest account. Donc, pour inviter un utilisateur, eh ben, on va rentrer son email au niveau de l'abonnement. Je vous explique. Je vais sur un abonnement Azure, par exemple celui du Mordor, pour répondre à la question.
Je vais dans Access Control IAM, je vais faire un Add Role Assignment, et quand je vais faire ça, je vais définir le rôle de l'utilisateur sur mon abonnement, et je vais spécifier son email. Et son email, il est soit professionnel, soit personnel. Par exemple, je peux définir un email personnel qui sera guest et qui s'appelle philippe.payola@gmail.com. Ça, c'est mon email personnel et c'est un utilisateur que je vais inviter à accéder à mon abonnement Azure. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que va faire Microsoft? C'est que dans le tenant, dans User, vous allez avoir des utilisateurs qui sont, regardez, guest, et regardez le type de compte associé à mon email. C'est ce qu'on appelle un Microsoft Account. Alors oui, il y a une personne qui me dit les questions ne sont pas en français. Dans l'examen, vous pourrez choisir français ou anglais pour la 104, mais je vous conseille énormément de passer l'examen en anglais. Quand bien même votre niveau est moyen, vous verrez que la traduction anglais-français des questions de certif, c'est l'horreur. Donc effectivement, avec moi, vous passerez bien entendu ces questions-là en anglais, et d'ailleurs l'interface du portail Azure pour les corriger est en anglais aussi. Donc par rapport à la première question, vous l'avez compris, il fallait répondre guest user. Et ça permet de rajouter un Microsoft Account. Donc un Microsoft Account, encore une fois, c'est un compte personnel. C'est un email personnel. Et donc pour inviter quelqu'un à accéder à mon abonnement, il faut que je rentre son email personnel, donc son compte Microsoft. Allez, question suivante. C'est parti tout le monde. Ok, bon, allez, on va corriger. Donc on va regarder ensemble les bonnes réponses. Donc le sujet c'était quoi? C'était de lister 3 différences entre l'Azure Active Directory, qui est le système de gestion des identités de vos users dans Azure, et le rôle Active Directory Domain Services, ADDS, que l'on installe sur un contrôleur de domaine on-premise. Et donc l'objectif, c'était vraiment de lister 3 différences entre ces deux services. Un qui est disponible on-premise, l'autre qui est disponible dans la AD. Alors, quelles étaient les différences? La première chose à savoir, c'est que un domaine Azure, un domaine Active Directory on-premise, pour s'authentifier dessus, il faut utiliser le protocole Kerberos, ou NTLM d'ailleurs, parce qu'il y a les deux. Alors que pour pouvoir se connecter à l'Azure AD, il faut utiliser soit le protocole HTTP, ou alors préférer l'HTTPS. Ensuite, il faut savoir que dans le domaine Active Directory on-premise, vous avez des contrôleurs de domaine. Dans ces contrôleurs de domaine, il y a des utilisateurs, il y a des ordinateurs, il y a des GPO, des stratégies de groupe, il y a des UO, et bien entendu, il y a des groupes d'utilisateurs. On ne peut pas répliquer dans l'Azure AD, depuis le domaine Active Directory on-premise, les OU et les GPO. C'est pas possible. Vous allez pouvoir répliquer les utilisateurs, les groupes, mais pas les OU et les GPO. Et enfin, il faut savoir qu'un Active Directory on-premise, pour faire des requêtes dessus, on va utiliser le protocole LDAP. Ce protocole LDAP n'est pas disponible dans l'Azure AD. Donc on ne peut pas le faire. Et pour pouvoir faire de l'authentification, pour pouvoir s'authentifier dans l'Azure AD, on doit utiliser l'OpenID Connect avec de l'OAuth. Donc ça fait partie des 3 différences. Donc globalement, l'Azure AD, on utilise des communications à base de HTTP, HTTPS. On ne peut pas répliquer des OU ni des GPO. Et pour s'authentifier, on va utiliser de l'OAuth avec de l'OpenID Connect. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, cette deuxième question? Oui? Ok. Allez, question suivante. Allez, on reprend la correction.
Donc là, la question 3, c'était quoi? On vous disait que vous avez besoin d'appliquer des stratégies, ce qu'on appelle des policies, et puis aussi de créer une limite de budget à plusieurs abonnements Azure que vous possédez, que vous gérez au quotidien. Et quel est le meilleur moyen, quelle est la meilleure méthode pour y parvenir? Voilà la question qui était posée. Alors concrètement, il fallait répondre management group, bien entendu. Alors, on va faire la correction ensemble pour que tout le monde appréhende la réponse. Concrètement, vous avez dans Azure, hop, si vous tapez management group, vous avez la liste de tous les management groups sur votre tenant qui va apparaître. Alors d'abord, c'est quoi un management group? Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas. Un management group, c'est un conteneur qui contient des abonnements Azure. Donc au final, imaginez une boîte, et dans cette boîte, chaque clé jaune correspond à un abonnement Azure. Et l'intérêt des management groups, c'est que ici, j'ai créé un management group qui s'appelle IT Lord of the Ring et qui contient 2 abonnements, Numenor et Valinor. Et l'intérêt, c'est que quand je vais cliquer sur le management group IT LOTR, je vais avoir mes 2 abonnements et dedans, je vais pouvoir créer un budget par rapport à ces 2 abonnements, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer une alerte qui va m'envoyer un email dès l'instant où je vais être, par exemple, à 100% du budget qui est alloué sur ces 2 abonnements. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt des management groups, c'est qu'on peut gérer les policies. Donc on va pouvoir appliquer sur les 2 abonnements qui sont associés à mon management group une policy. Et puis, un troisième intérêt, c'est qu'au niveau des droits d'accès, même si ce n'était pas dans la question, vous allez pouvoir propager des droits d'accès dans les 2 abonnements qui sont associés au management group IT LOTR. Et enfin, dernier point, pour la petite histoire, on va pouvoir gérer toute l'activité de ces 2 abonnements, visualiser tout ce qui a été fait sur ces abonnements au travers de l'activity log qui est rattaché au management group IT LOTR. Donc vous l'avez compris, le management group, ça permet de simplifier l'administration de plusieurs abonnements Azure. Par exemple, si vous me demandiez, oui Philippe, donne-moi le coût associé à 2 abonnements, les fameux dont je viens de vous parler. Il suffirait que j'aille dans Cost Analysis, et là vous voyez, le coût associé à ces 2 abonnements est affiché. Alors que si je n'avais pas les management group, il faudrait que j'aille sur chaque abonnement, et sur chaque abonnement, il faudrait que je regarde le coût associé. Donc c'est des actes d'administration en plus qu'on peut éviter de faire grâce au management group. Voilà pour l'explication sur la question numéro 3. Allez, question suivante. On va parler cette fois de tag. Ou pas, d'ailleurs, vous verrez. Je vais l'afficher pour ceux qui verront éventuellement le replay. Allez, on corrige ensemble. Donc, la question était, comment pouvez-vous catégoriser les ressources et puis la facturation associée via différents départements comme l'IT ou les ressources humaines. Human Resources en anglais. Donc en gros, on a des ressources Azure dans un abonnement et on aimerait pouvoir dire, par exemple, qui manage ces ressources Azure et puis surtout à qui refacturer ces ressources Azure. Ça peut être un service interne comme ça peut être un client. Et la meilleure solution, c'est via des Azure Policy de déployer des tags, donc ce qu'on appelle des étiquettes, des balises sur vos ressources Azure. Et alors, concrètement, comment ça se passe? Regardez, vous allez sur l'abonnement Azure. Par exemple, j'ai préparé sur cet abonnement une VM, une machine virtuelle. Voilà la machine virtuelle. Imaginez que je veuille gérer qui manage cette VM au travers de tags et bien entendu le coût associé à cette VM, donc à qui refacturer cette VM. Je vais utiliser pour cela les tags. Donc je vais aller sur tag dans ma VM, je vais créer par exemple un tag qui s'appelle manage by et je vais dire que c'est Philippe PP. Et puis en parallèle, je vais dire
ben, je vais refacturer le coût de cette VM. Donc le cost center associé au coût de cette VM, ça va être tel numéro. Et là, vous voyez, je viens de le faire manuellement. Sauf que dans la question, je vous ai parlé de policy, mais je ne vous ai pas montré de policy. Pour travailler sur les policies, il suffit d'aller dans Azure, de taper policy, de créer une policy. Et cette policy, elle va se concentrer sur le déploiement automatisé de tags sur vos ressources Azure. Et pour ce faire, il suffit de taper tag. Et là, voilà, regardez, ici, par exemple, cette policy, elle m'intéresserait. Cette policy va forcer l'application d'un tag sur des ressources Azure. Ce qui fait qu'au moment, par exemple, où l'utilisateur créera la ressource, automatiquement, on lui demandera, pour qu'il puisse être en mesure de créer la ressource, de définir un tag, par exemple, sur qui va manager cette ressource et quel est le coût associé à cette ressource. Voilà pour la 4e question. Allez, on passe à la question suivante. 5e question. C'est parti. Elle va être affichée. 1 minute. Allez, c'est parti, on va corriger la question. Donc ce qu'il fallait répondre, c'était créer un budget et définir une limite de budget. Donc je vous montre concrètement. Vous allez ici dans un abonnement Azure. J'en ai d'ailleurs un peu parlé tout à l'heure. Dessus, sur la gauche, dans le Blade, vous avez ici budget. Ici, vous allez pouvoir créer un budget sur cet abonnement. Donc moi, j'ai déjà créé un budget, vous voyez, un budget mensuel. Mais rien n'empêche d'en créer un autre. Donc là, vous allez nommer ce budget, par exemple budget quarter, avec une période qui est définie de manière quarterly. Vous allez définir cette période. Alors elle va commencer le 1er octobre et elle finira par exemple le 30 septembre 2024. Bref, vous définissez la période du budget à dépenser, maximum. Vous définissez le budget, limite, par exemple $150 dans notre cas. Et ici, vous allez dire, voilà, si j'atteins 90% de $150, qui correspond à $135, alors je veux envoyer un email à un utilisateur qui va être au courant de ce qui se passe. Et cet utilisateur, dans la question qui vous était posée, c'est le manager. Voilà pour la question numéro 5. Question suivante. Allez, on va corriger la question. Donc il y a encore 5 personnes qui n'ont pas encore répondu. On va quand même lancer la correction pour ne pas prendre trop de retard, parce qu'il nous reste 40 minutes pour faire 14 questions, donc ça va être tendu. Donc, quelle était la bonne réponse? Donc, pour rappel, la question était, on s'est rendu compte que vous aviez atteint la limite pour créer des machines virtuelles dans la région Est-US. Et vous voulez continuer à pouvoir créer des machines virtuelles, et qu'est-ce que vous allez faire pour avoir encore cette possibilité, alors que vous avez atteint un quota associé aux machines virtuelles dans une région, en particulier à l'Est-US? Ce qu'il fallait répondre, c'est que vous alliez faire une demande d'augmentation du quota auprès du support Azure. Alors comment ça se passe concrètement? Dans le portail Azure, ici, vous allez aller sur un abonnement Azure, donc par exemple le Mordor, et tout en bas, vous avez usage plus quota. Vous voyez, juste ici. Usage plus quota. Et dans usage plus quota, vous allez avoir la liste qui va apparaître de tous les quotas, par exemple, sur le compute. Et là, on voit que sur la région North Europe, j'ai par exemple utilisé 2 vCPU sur les 100 mises à disposition. Donc là, la logique, c'est quoi? C'est de faire un request quota increase. Et en faisant ça, vous allez pouvoir demander au support de Microsoft d'augmenter le quota sur les machines virtuelles pour la région. Alors dans la question, c'était Est-US.
Voilà la réponse à la question. Allez, on continue. Question suivante, question 7. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des ressources dans un abonnement Azure. Et donc, dans cet abonnement Azure, vous avez un groupe de ressources. Et vous souhaitez déplacer ces ressources qui sont dans cet abonnement Azure. Et ces ressources, elles peuvent être déplacées, alors pour la petite histoire, soit entre une région A vers une région B, soit entre deux abonnements Azure différents, soit entre deux groupes de ressources différents. Sauf que, il faut savoir que tout ne peut pas être déplaçable. Et ce qui ne peut pas être déplaçable, c'est la VNG. La VNG, c'est votre liaison VPN avec votre réseau on-premise. Et ça, c'est pas déplaçable. Alors, je vous montre comment on déplace des ressources d'un abonnement A vers un abonnement B, par exemple. Vous allez sur un groupe de ressources, vous sélectionnez les ressources à déplacer, et là, vous avez le bouton Move. Et vous avez Move to Another Resource Group, vers un autre abonnement ou vers une autre région. Et ce qui se passera, c'est que si vous avez une connexion VPN site à site, comme j'en ai d'ailleurs, et bien là, la Virtual Network Gateway, ce service-là, ne sera pas déplaçable. Vous ne pourrez pas le déplacer vers une autre région ou vers un autre abonnement. Ça fait partie des services qui ne sont pas déplaçables. Il y en a d'autres, comme un circuit express route par exemple, mais ça en fait partie. Donc c'était ça qu'il fallait répondre. Allez, question suivante. Hop, question 8 cette fois à disposition. Allez, on va corriger ensemble. Donc par rapport à la question qui vous était posée, on vous disait, voilà, vous avez des règles de sécurité entrantes par défaut qui sont apposées sur les NSG de vos machines virtuelles. C'est-à-dire que quand vous créez une machine virtuelle, Azure va lui créer une carte réseau qu'on appelle une NIC, et à cette NIC, il va associer un NSG. Et dans ce NSG, vous avez plusieurs règles de sécurité par défaut entrantes et sortantes qui sont définies par Microsoft et qui d'ailleurs ne sont pas supprimables. Et ce qu'il fallait répondre, regardez, si on regarde concrètement dans Azure, j'ai préparé une machine virtuelle. Cette machine virtuelle qui est ici, elle a un NSG qui lui est attribué. Et si je vais dans le NSG, on voit qu'il y a 3 règles de sécurité par défaut qui ne sont pas supprimables pour les flux entrants. Vous voyez, c'est marqué en toutes lettres. Et la règle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Qui dit quoi? Que par défaut, tous les flux entrants au sein d'un même VNet sont autorisés. Ce qui revient à dire que tous les subnets d'un même VNet peuvent recevoir des flux entrants des autres subnets du même VNet. Donc ça veut dire aussi que toutes les VM dans un subnet vont pouvoir recevoir des ressources, des flux entrants, mais aussi de différents subnets d'un même VNet. Donc, c'était bien entendu la deuxième qu'il fallait répondre. Allow inbound coming from any VM to any other VM within the virtual network. Allez, question suivante. Allez, on va faire la correction ensemble. Donc rapidement, vous avez une machine virtuelle qui a 2 cartes réseau. Des cartes réseau, c'est ce qu'on appelle des NIC, des Network Interface Cards. Donc une NIC a toujours une adresse IP privée, mais de manière facultative, elle peut avoir une IP publique. Donc une NIC sans IP privée, ça n'existe pas. Moralité, quand dans la dernière réponse, on vous propose de faire une suppression de l'IP privée de la NIC 2, c'est pas possible, techniquement. Donc déjà, on enlève celle-ci. Ensuite, on vous dit qu'on pourrait créer une règle
entrante sur le port 443. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit j'ai une VM, elle a 2 cartes réseau. Ces 2 cartes réseau, il y en a une qui est dans un subnet 1 et l'autre qui est dans un subnet 2, du même VNet. Bon, ça existe, pas de souci. Et vous planifiez le fait de créer une connexion entrante depuis Internet sur le port 443 vers la carte réseau numéro 2. Et vous voulez ne pas toucher à ce qui fonctionne, c'est-à-dire maintenir les connexions existantes entre les subnets. Et ben, il va falloir tout simplement associer une IP publique à la carte réseau NIC2 et créer une règle de flux entrant sur le port 443. Et là, rapidement, comment faire ça? Et ben, tout simplement, au niveau de la VM, vous voyez qu'ici, j'ai un NSG. Ce NSG, il est associé à ma carte réseau. Je peux très bien le dissocier de cette carte réseau. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, une carte réseau, une Network Interface Card a toujours une IP privée. Vous voyez, c'est grisé, on ne peut pas modifier ça. Par contre, elle n'a pas toujours une IP publique. Donc ce qu'on vous dit, c'est que il faut que vous preniez une IP publique et vous cliquez sur le bouton Associate pour l'associer à la NIC2, ce qui va donner une IP publique à la NIC2. Et après, vous allez aller sur le NSG. Et sur le NSG, vous allez créer une nouvelle règle de trafic entrant sur le port 443. Voilà la réponse. Question suivante. Allez, corrigeons ensemble. Donc, quel est le sujet? On vous dit que vous voulez connecter différents VNet entre eux et que ces différents VNet peuvent être soit dans la même région, soit dans différentes régions. Et pour pouvoir les connecter entre eux, ces VNet, vous définissez ce qu'on appelle du peering, c'est-à-dire la jonction de 2 VNet. Et qu'est-ce qui est faux concernant les assertions suivantes sur le peering? La première chose, c'est que les VNet doivent seulement exister dans la même région Azure. La deuxième possibilité, c'est que le peering n'est pas facile à manager, n'est pas facile à configurer. Et la troisième possibilité, c'est que le trafic entre le peering n'est pas privé. Au final, la bonne réponse, c'était la première. C'est-à-dire que vous pouvez très bien peerer entre eux des VNet qui sont dans différentes régions. Concrètement, il suffit d'aller sur un réseau virtuel. Voilà, ici, je vais dans peering sur ce réseau virtuel. Je vais faire un add peering. Je vais nommer le peering, par exemple peering vers VNet B. C'est vraiment un exemple que je vous donne. Et ici, quand vous allez choisir le peering, ça peut être vers des VNet qui sont dans différentes régions. C'est-à-dire que ici, ce VNet-là n'est pas dans la même région que le VNet de prod ou que ce VNet-là. Donc ça vous montre que le peering, en fait, il est interrégion. Voilà ce qu'il fallait répondre. Donc c'était, au final, il fallait cocher la première. The virtual network can only exist in the same Azure Cloud Region. Ça, c'est faux. Ça peut exister dans différentes régions, les VNet, pour le peering. Allez, question suivante. Allez, on va corriger la 11e question. Donc le principe, c'est quoi? Vous avez un peering entre 2 VNet, le VNet 1 et le VNet 2. Il faut savoir que le VNet 1, il a une connexion VPN vers le réseau on-premise. Et le but, c'est que le VNet 2 utilise la connexion VPN de VNet 1 pour accéder au réseau on-premise. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous savez quoi? On va regarder directement dans le peering. Ici, par exemple, je suis VNet 1, je me connecte à VNet 2. Je vais dire, comme je suis VNet 1, que je partage ma VNG, donc ma passerelle VPN. Donc je vais cocher cette première case. En tant que VNet 1, je partage ma gateway à d'autres VNet, en l'occurrence à VNet 2.
Et puis dans la même interface, je vais dire que je suis VNet 2 et je me connecte à VNet 1. Donc ça veut dire que VNet 2 doit bénéficier de la passerelle VPN de VNet 1. Donc je vais dire cette fois que je vais utiliser la VNG, donc cette fois ça va être la deuxième case de VNet 1. Donc, vous allez me dire, donc c'était quoi les réponses à la question? Eh bien la réponse à la question, c'était la première. C'est-à-dire que vous devez sélectionner Allo Gateway Transit sur VNet 1 et Use Remote Gateway sur VNet 2. Et il y a 25% d'entre vous qui ont fait juste à la question. C'était la première réponse qu'il fallait cocher. Pas facile, hein. Je me doute bien, pas facile, mais voilà. Je vous ai montré la réponse. Question suivante. Allez, on va corriger. Ça, c'est typiquement les questions où on sait ou on ne sait pas, en gros. Donc, pour rappel, une UDR, une User Defined Route, c'est une table de routage statique, avec des routes statiques, que vous allez attribuer à des subnets. Une UDR peut être attribuée à plusieurs subnets, mais un subnet ne peut recevoir qu'une UDR à la fois. Et quand vous créez une UDR, vous allez créer une première route statique. Et parmi les prochains bons BOND réseaux que vous pouvez faire, on vous propose soit d'utiliser un load balancer Azure, soit une virtual appliance, soit Internet. Je vous propose, pour trouver la bonne réponse, d'aller regarder directement dans le portail Azure. Donc là, je tape route table. Je vais créer une UDR avec vous, très simplement, hein. Donc, je choisis le groupe de ressources de mon UDR. Je choisis la région. Par exemple, je vais mettre North Europe. Je nomme mon UDR. Je vais l'appeler UDR dans mon exemple. Et je fais un create. Donc là, je suis en train de créer une UDR. Mais cette UDR, elle va être vierge et elle va être associée à rien. C'est-à-dire qu'elle sera associée à aucun subnet par défaut. Et surtout, elle n'aura pas de table de routage avec des routes statiques qui sont définies. Et on va regarder ensemble quand on crée une route, dans route, qu'on fait un add route, quels sont les prochains bons réseaux. Vous voyez qu'il y a bien Internet, il y a bien Virtual Appliance, mais il n'y a pas Azure Load Balancer. Donc, au final, il fallait répondre Azure Load Balancer, qui était la seule possibilité qui vous était offerte, qui est fausse. C'est-à-dire que vous ne retrouvez pas, vous ne pouvez pas dire comme prochain bon réseau d'un flux un Load Balancer Azure. On peut choisir Internet, une Virtual Appliance, qu'on appelle une NVA, mais pas un Load Balancer. Question suivante. Allez, on va corriger la question ensemble. Donc là, on vous parle de tunneling forcé. Alors pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas qu'est-ce que c'est le tunneling forcé, le principe c'est que dans Azure, toutes les VM peuvent sortir sur Internet. C'est-à-dire que dans le NSG et dans les systèmes routes, il y a une possibilité pour les VM de sortir sur Internet. Donc il y a la route 0000/0 qui est disponible dans une système route et un NSG laisse sortir le trafic sortant. Le truc c'est que le tunneling forcé, ça consiste à permettre à des VM Azure, quand elles veulent sortir sur Internet, de rediriger le flux de sortie Internet via la connexion VPN vers un périphérique on-premise, qui est un firewall, qui est un Fortinet, un F5 ou ce que vous voulez, qui va vous permettre ou pas de sortir sur Internet. Donc en fait, quand vous êtes une ressource Azure, au lieu de sortir directement sur Internet, pour pouvoir sortir sur Internet, vous envoyez la requête à un firewall qui est on-premise. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tunneling forcé. Et d'ailleurs, ce schéma-là, je trouve qu'il est vachement bien expliqué. Voilà, ici, on a deux sous-réseaux. Et ces deux sous-réseaux, pour pouvoir sortir sur Internet, vous voyez, qui est symbolisé ici, pour pouvoir sortir, ces deux sous-réseaux, ils vont devoir envoyer leur requête par la liaison VPN site à site à un environnement, un équipement on-premise. Et pour y arriver à faire ça, il va falloir configurer ce qu'on appelle le tunneling forcé sur l'équipement. Et deuxièmement, il va falloir utiliser ce qu'on appelle les UDR, les User Defined Route, pour dire que le 0000/0, au lieu que ça soit les systèmes routes qui les gèrent, ça va être les UDR qui vont gérer pour renvoyer le flux
vers la VNG, la Virtual Network Gateway, qui contient la connexion entre le réseau on-premise et le VNet Azure. Et donc la connexion, en l'occurrence, ça serait une connexion VPN. Donc ce qu'il fallait répondre dans la question, c'était bien entendu, hop, je regarde, c'était les systèmes routes. On ne va pas utiliser les systèmes routes dans notre cas. Allez, question suivante. On va finir peut-être un peu plus tard, mais je pense 5-10 minutes après les 19h, pour faire les 20 questions. Comme ça, vous aurez une idée de votre niveau. Donc là, on est à la 14e sur les 20. Il nous en reste 6 à traiter en une quinzaine de minutes. C'est faisable. Allez, on va corriger ensemble la question. Donc, la question était, vous avez une société qui a 10 sites web et vous planifiez de déplacer les machines qui contiennent pardon, vous avez une société qui a un site web et vous planifiez de déplacer des ressources dans Azure dans une région particulière. Et il y a 10 VM qui composent ce site web. Et donc, vous voulez utiliser une solution qui va au minimum qui va impliquer au minimum de coûts pour pouvoir répartir le trafic sur ces 10 VM qui supportent votre site web. Quel service allez-vous utiliser? Donc au final, ici, on vous propose Azure Load Balancer, Traffic Manager ou Application Gateway. Alors la première chose, c'est que l'application Gateway fonctionne sur la couche 7, HTTP, HTTPS, donc ça pourrait correspondre. Sauf que Traffic Manager, lui, il fonctionne sur la couche 4, donc il fait du TCP et de l'UDP, donc on peut faire de l'HTTP dessus. Et le truc, c'est que l'Azure Load Balancer, lui, il a une version basique qui est gratuite, alors que l'application Gateway est dans tous les cas de figure payante. Donc moralité, ce qu'il fallait répondre, c'était Azure Load Balancer. Le Traffic Manager, lui, fonctionne pour la petite histoire et pour rappel sur le protocole DNS. Donc si vraiment on voulait minimiser les coûts pour cette migration, on utilise l'Azure Load Balancer dans sa version basique. C'est-à-dire qu'au moment de la création de l'Azure Load Balancer, dans le portail Azure, regardez, quand vous le créez, vous choisissez la version basique et dans ces cas-là, il devient gratuit. Alors quand je dis il devient gratuit, il faut savoir qu'il n'y a quand même pas de SLA associé, qu'en plus de ça, et donc il n'y aura pas de gestion de zone de disponibilité, vous aurez une limitation en termes de back-end pool, en termes de sécurité. En tout cas, la version basique va faire le job dans notre cas de figure. Question suivante, question 15. Allez, là aussi, on va corriger la question. Je sais que il y a encore quelques personnes qui n'ont pas répondu, mais le point, c'est que en fait, là, on sait ou on ne sait pas concrètement. Donc, qu'est-ce qui permet de répliquer vos données dans une seconde région en ayant 6 copies de celle-ci, donc 3 dans la première région, 3 dans la seconde région, et qui permet à la seconde région, qui sera utilisée lorsqu'il y aura un bascule, donc un failover, qui permet à la seconde région de répondre à vos requêtes en lecture. Et bien, ce qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle le Read Access Geo-Redundant Storage. Donc sans trop rentrer dans les détails, parce que j'ai déjà fait un Twitch sur les différentes méthodes de réplication des comptes de stockage. Je vous enverrai le lien vers l'article qui résume ce que je viens de vous dire. Mais en gros, avec cette méthode de réplication qu'on appelle du RAGRS, vous allez avoir 3 copies de votre donnée dans une région primaire en read-write, en synchrone, puis en asynchrone, 3 copies de vos données dans une région secondaire en LRS, et entre les deux, bien entendu, c'est de l'asynchrone, et quand vous faites du RAGRS, ça veut dire que vous avez accès en lecture seule, à tout moment, à la région secondaire. Voilà, je vous envoie le lien vers l'article qui explique ça. Allez,
question suivante. Il nous reste pas beaucoup de questions à traiter. Alors là aussi, ça va assez vite de trouver ou pas la réponse. Soit on sait, soit on ne sait pas. Donc, dans Azure, sur un compte de stockage, vous pouvez avoir 3 niveaux d'accès aux données. Hot, pour les accès fréquents. Cool, pour les accès une fois par mois. Et Archive, où là, vous vous engagez pendant 6 mois à ne pas accéder à la donnée. Et là, en gros, on vous dit qu'est-ce qui est rapide pour switcher entre le niveau d'accès. De hot à cool ou de cool à hot, c'est très rapide. Mais quand on veut passer d'archive vers autre chose, et dans ces cas-là, il faut faire ce qu'on appelle une réhydratation de la donnée. Et ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs heures pour quelques centaines de mégaoctets. Donc au final, ce qu'il fallait répondre, c'était hot to cool, qui était rapide. Je vous montre très rapidement dans le portail Azure. On prend un storage account, n'importe lequel. Allez, on va prendre celui-ci. Dedans, on a un conteneur. Dans ce conteneur, on a un document qui est en hot. Ce document, si je le change et que je le mets en archive, ça va être rapide, vous voyez, il est en archive. Mais par contre, le moment où je veux passer d'archive à hot, donc faire l'inverse, là, je vais faire un change tiers. Je vais lui dire que je veux passer en hot, d'archive en hot. Et là, vous voyez, il va falloir réhydrater la donnée. Et pour réhydrater la donnée, ça prend du temps. Vous voyez, ça va prendre, là, vous voyez, je viens de lancer la réhydratation. Et ça va prendre plusieurs minutes pour rendre disponible à nouveau ce document au format hot, au niveau d'accès hot. Voilà ce qu'il fallait répondre. Allez, question suivante. Allez, messieurs, dames, il nous reste quelques questions. On va dépasser pour une fois un peu le stream. Mais comme ça vous donnera l'occasion de savoir à quel niveau vous êtes et avoir la note globale. Donc, quelle était la question? Vous avez une société qui a une stratégie de sécurité qui empêche l'exposition du port SSH depuis les accès distants type Internet. C'est-à-dire qu'en dehors de l'entreprise, vous êtes chez vous, par exemple, vous ne pourrez pas faire un SSH sur une VM qui est dans Azure parce qu'on limite l'exposition du port SSH. Donc imaginez, il y a un blocage pour les réseaux distants. Mais vous avez besoin de vous connecter à cette VM Linux pour installer un logiciel. Donc quel est le service qui va vous permettre d'y arriver? Le service qui permet d'y arriver le plus simplement possible, c'est le Bastion. Et vous êtes 90% à avoir répondu le Bastion. Donc le Bastion, concrètement, je vous le rappelle, si on va sur un partage sur mon groupe de ressources, ici j'ai déployé un Bastion. Ce Bastion, il a une IP publique et il va permettre à une VM qui bloque le port SSH ou RDP depuis des réseaux distants type Internet de passer par l'IP publique du Bastion pour accéder à cette VM. Et en plus, le Bastion, il est capable d'encapsuler le flux en TLS, donc en HTTPS, dans le navigateur. Donc au final, c'est un service qui va permettre, quand je vais arriver sur une VM, imaginez, je bloque le port RDP pour cette VM. Dans l'exemple, c'était SSH, mais là, le port RDP, puisque j'ai qu'une VM Windows sous la main, je vais faire un connect Bastion. Et là, ça va me permettre, encore une fois, de me connecter au Bastion, ici, directement à la VM, via le Bastion. Donc en passant par l'IP public du Bastion. Ce qui fait que ça limitera l'exposition du port SSH sur Internet. Voilà ce qu'il fallait répondre. Allez, question suivante. Il nous reste 2 questions après celle-là et ça sera fini. Allez, on corrige ensemble. Donc la question était, vous avez des paramètres de sécurité par défaut au niveau réseau sur les nouvelles machines virtuelles. Et quel est l'effet de ces paramètres de sécurité par défaut sur une machine virtuelle que vous venez de créer?
Donc on vous proposait plusieurs choses. D'abord que tout était open bar, qu'il n'y avait aucune restriction, ni en entrant ni en sortant. Et puis on vous disait que les requêtes externes, donc vers Internet, étaient permises, mais que le trafic entrant était permis seulement au niveau d'un réseau virtuel qui contenait votre VM, ou alors que qu'il n'y avait aucune requête entrante ou sortante qui était autorisée. Donc il y avait soit tout ouvert, c'était la deuxième, soit tout fermé, c'était la première, soit on ouvrait en sortie, mais on fermait en entrant, sauf pour les VNet Azure. Et ben au final, c'était la troisième qu'il fallait répondre, c'était celle-là. C'est-à-dire que si on regarde rapidement sur une VM, si on va sur le NSG en outbound, on voit que tout le trafic sortant vers des VNet Azure est autorisé, vers Internet est autorisé, tout le reste est refusé. Et pareil pour l'inbound, on voit que tout le trafic entrant entre VNet, de VM dans un même VNet est autorisé, mais que pour tout le reste, tout est refusé. Voilà ce qu'il fallait répondre. Donc c'était bien entendu la deuxième. Allez, question suivante. Allez, on va corriger. Donc, il faut savoir que dans Azure, vous pouvez sauvegarder des fichiers et des dossiers qui sont sur des machines Windows. C'est-à-dire que vous pouvez installer un agent sur ces machines qu'on appelle l'agent Mars. Donc, si vous avez un Windows Server ou un Windows 11 ou Windows 10, etc., vous installez un agent Mars, ce qui va vous permettre de sélectionner les fichiers et les dossiers à sauvegarder. Et puis, une fois que ces dossiers et fichiers sont sauvegardés, vous allez pouvoir, bien entendu, externaliser le backup dans un RSV. Mais la première chose à faire pour pouvoir faire ça, il faut, bien entendu, utiliser, avant de pouvoir télécharger l'agent Mars, il va falloir très simplement créer un RSV. Et dans le RSV, dans le Recovery Service Vault, vous allez lancer un backup d'une machine on-premise à base de fichiers et de dossiers, en répondant à quelques questions, ici. Et en faisant ça, regardez, je fais prépare l'infrastructure, et automatiquement, il va me permettre, une fois que le RSV est créé, de télécharger l'agent Mars. Vous voyez, tout en haut à droite, l'agent Mars est en train d'être téléchargé. Donc ce qu'il fallait répondre à cette avant-dernière question, c'était de tout simplement, au début, créer un RSV, et une fois que vous avez créé le RSV, vous pourrez télécharger l'agent Mars et sélectionner les fichiers et les dossiers à sauvegarder. Dernière question, et après c'est terminé. Allez, dernière question, et après, avant de partir, je vous demanderai de remplir le questionnaire d'enquête de satisfaction pour savoir, en fonction de votre niveau de compréhension de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, si je refais des sessions ou pas sur des questions de type certif. Donc, avant ça, on va corriger la dernière question. Donc, vous avez créé un RSV et vous décidez, après la création de ce RSV, de changer la réplication du compte de stockage. Parce qu'il faut savoir qu'un RSV, ça va backuper des données dans un compte de stockage. Et ce compte de stockage, il faut savoir que par défaut, il est en GRS, c'est-à-dire qu'il est multi-région. Il est répliqué dans une seconde région. Et vous pouvez changer sa réplication à ce compte de stockage. Mais dans quel cas vous pouvez changer sa réplication ? Uniquement si vous n'aviez pas déjà sauvegardé quelque chose dans le RSV. Dès l'instant où vous backupez une VM, où vous backupez un fichier ou un dossier dans le RSV, vous ne pouvez pas changer la réplication du compte de stockage. Et donc, concrètement, quand vous allez sur un RSV, vous voyez là j'ai un RSV qui s'appelle RSVPP, et vous voyez qu'ici, je ne peux pas changer la réplication dans les propriétés
du backup. Vous voyez, c'est grisé. Et pourquoi je ne peux pas changer la réplication? Parce que comme on vous le dit ici, ça ne peut pas être changé si vous n'avez pas, bien entendu, backupé au préalable. Dès l'instant où vous backupez une ressource dans un RSV, vous ne pouvez plus changer la réplication du compte de stockage. C'était ça qu'il fallait répondre. Donc écoutez, à mon niveau, c'est tout bon, c'est fait. On va regarder ensemble l'évaluation globale. Alors, le résultat du quiz qui s'affiche normalement sur votre écran. Donc voilà, il y a certaines réponses où vous avez tous fait juste. Il y en a d'autres où vous avez eu plus de mal. Globalement, le résultat, c'est que 64% des réponses ont été bonnes par rapport à toutes les questions. À bientôt tout le monde. Salut!